Merci d'être là. Je vous présente mes amis dans un instant, mais je voudrais quand même qu'ils sachent à qui ils ont préparé à déjeuner. Donc, Martha est une invitée très spéciale. Elle raconte une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais entendues, puisqu'elle est tombée amoureuse d'un homme, et en se disant, puisqu'il était infirme moteur cérébral, comme on dit, dans un fauteuil roulant, et elle se disait que bon, c'était pas possible, elle n'avait jamais envisagé ça. Et donc, elle a lutté contre ce sentiment amoureux pendant 2 ans. Et donc, voilà, puis un jour, dans les vagues, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas... C'était une évidence, voilà. 5 enfants plus tard, elle est là pour en parler. Jean, l'un de ses fils qui est à côté, futur musicien, on peut le dire. Alors, on vient de se rencontrer, donc pour l'instant, je dis Mohan, mais bientôt, je dirais quoi? Momol. Voilà, un ami très proche. Et voilà, amis de Philippe, ils se sont connus à l'adolescence. Et puis Christian, ils se sont connus aussi avant le mariage de Martha. Et donc, voilà, les très proches. Alors, qui sont mes camarades? Je vous présente Luc. Il paraît que son père est très énervé quand je le présente en disant que c'est l'homme que j'aimerais être. Mais c'est la vérité. Il sait tout faire. Il sait jouer de la musique, il sait faire à manger. C'est lui qui a fait ça. C'est moi. Du saumon avec du quinoa, enfin voilà, des petites tomates. Et Luc s'intéresse à tout ce qui fait du lien dans cette société et tout ce qui crée de la chaleur, la convivialité, tout ce qui manque souvent dans le monde dans lequel on vit. Et donc on va parler de quoi, Luc, aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, justement, on va parler du lien social véritablement parce que en France, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 millions de personnes qui vivent seules. Mais vraiment seules, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de rapport avec un collègue de travail, quand elles en ont encore un travail, qui n'ont plus de rapport avec leur famille ou avec un voisin, d'accord? Vraiment seuls. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et vous vous rappelez du film de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, cette jeune fille qui faisait le bien autour d'elle, qui essayait de relier les gens? Eh bien, je vais vous la présenter tout à l'heure, elle existe et elle vit à Metz. La vraie Amélie Poulain. Ça donne envie ou pas? Ah oui, la vraie Amélie Poulain. Alors Brigitte, on se connaît depuis 16 ans et demi. Elle m'engueule quand je dis 16 ans, parce que 16 ans et demi. Oui. Alors, Brigitte n'a pas 14 ans, mais des fois dans sa tête, je crois qu'elle a 14 ans. Et donc, du coup, Brigitte, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler, moi, de la solitude des personnes âgées. Ça me touche particulièrement, ça. Peut-être à cause de mon grand âge, j'en sais rien. Oui, 14 ans et demi, forcément. Donc, malheureusement, les personnes âgées sont souvent isolées et leur rêve serait d'avoir quelqu'un auprès d'eux. Hein, Une présence. Une présence pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez eux. Et il se trouve qu'en parallèle, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, qui ne trouvent pas de logement parce qu'il n'y en a pas ou parce que c'est trop cher. Donc, y aurait-il pas une petite chose à faire entre les deux? Question en suspens. Oui, question en suspens. Donc on va voir s'il y a des gens qui ont des idées formidables. Oui. Et Anaïs, j'aime ses yeux et j'aime son regard. Anaïs est documentariste, elle fait des documentaires juste à chaque fois bouleversants. J'aime le regard qu'elle pose sur le monde dans lequel on vit et sur les gens qui font des choses formidables pour les autres. Et donc aujourd'hui, Anaïs, on va porter un regard sur qui? En fait, moi, je vais vous parler des quartiers populaires, des quartiers qu'on dit déshérités, et du fait qu'en fait, dans ces lieux de vie, à partir de 19 ou 20 heures, il n'y a plus rien d'ouvert. C'est-à-dire que même maintenant, il n'y a plus ni de café, ni de commerce de proximité. Ce sont donc des déserts. Et c'est difficile alors d'entretenir le lien social et le dialogue entre les habitants. Mais il y a un homme qui s'appelle Yazid Kerfi, qui est issu de ces quartiers, qui est un ancien délinquant et qui, lui, a décidé d'agir. Et je l'ai suivi, voilà. On regarde. J'ai été délinquant pendant un certain nombre d'années, j'ai fait des vols, des cambriolages, des braquages. C'est une façon d'exister, c'est une façon d'avoir du pouvoir sur les autres. C'est un statut valorisant. J'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. J'étais un mauvais élève et les profs ils m'ont dit que j'étais un nul. Dans ma famille, on disait que j'étais aussi un bon à rien. Les flics, ils me traitaient de racaille. Donc au bout d'un moment, j'ai ressemblé à l'image qu'on me donnait, quoi. En sortant de prison, quand je me promène le soir dans les quartiers, à part les commissariats de police, il n'y a rien d'ouvert. Alors que c'est à l'heure où la souffrance est plus importante, les problèmes de délinquance, de suicide, de toxicomanie, tout est fermé. Et là, c'est vraiment pas normal à ce moment-là, quoi. C'était l'école. Donc ce que je fais, j'ai inventé le concept de médiation nomade, c'est-à-dire que j'ai un camping-car, que j'appelle aussi un local à roulettes. Ma mission, c'est d'aller vers les autres. On va dans quelle ville? Maintenant, on va à Taverny, puis on va dans un quartier, on reste toute la soirée là-bas. Ça te va? Content, oui? Regarde, on va là, regarde. Voilà. Après, tu me donnes un coup de main, là. On va installer tout. Ok. Je m'installe dans un quartier,
Je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets de la musique, je mets des jeux de société. L'important, c'est de pouvoir réinvestir l'espace public à des heures où il n'y a pas grand monde en même temps. Et c'est d'accueillir ce public qui ne va pas bien en créant le soir un espace de parole. Voilà, on tourne là. Naël, viens prendre les chaises après. Pas de triche, pas de bagarre. Hein. Vous voulez un petit verre de thé? Toi aussi? 1 euro. Non, c'est gratuit. Ben, le bus nomade, ce camping-car que j'ai, il existe depuis 4 ans. J'en suis à ma 4e année. J'ai fait 33 villes à l'heure actuelle et ça s'est toujours très bien passé dans ces quartiers. J'ai gagné! Quand je parle avec notamment des jeunes dans les quartiers, le premier mot qu'ils me disent, ils me disent de toute façon personne nous aime. Donc c'est vrai que le gros travail à faire, c'est d'abord d'apporter de l'espoir, c'est de tendre la main, parce que je pars du principe que la parole c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de parole. Et je me dis qu'on a intérêt à occuper l'espace public, parce qu'il y en a d'autres qui l'occupent en ce moment et qui leur montent la tête à ces jeunes-là. Je vous sers un petit verre? Hein? Prenez un verre, petit verre de thé? Ou autre chose, je vous ai pas dit bonjour. Franchement, c'est bien, ça nous fait un peu de distraction, sans sortir non plus très loin, c'est en bas du quartier. Et, ici, il n'y a rien à faire, sinon on traîne en bas. Et quand on traîne en bas, ça finit toujours mal un peu. Je vois ça, tiens. Par là, c'est à moi de jouer. Moi, ce que j'aime quand je suis avec le public, c'est de prendre le temps de les écouter, c'est de comprendre leur réalité qu'ils vivent. Et de mon côté, c'est aussi de leur apporter des conseils. Et, quand tu fais des conneries, tu finis en tôle, quoi, au bout d'un moment. J'ai fait la prison de Nantes, j'ai fait celle d'Avignon, j'ai fait Nîmes, j'ai fait Marseille en Algérie. Parce qu'avant, on regardait que mes défauts. Les gens, on a regardé mes qualités, je dis maintenant, je vais mettre mes qualités en avant. Moi, ce que je souhaite, c'est que les adultes décident de reparler à ces jeunes et que les jeunes décident de faire un pas vers les adultes et vers les institutions. Donc, tout le travail, c'est vraiment d'améliorer ce vivre ensemble entre les uns et les autres. Pour le bac, c'est bon? Oui, j'essaie de m'accrocher et je donne de mon mieux pour essayer de réussir à la fin de l'année. Il ne faut pas laisser tomber, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à se décourager. Donc, le bac pro, c'est très important. Je suis issu de ces quartiers et ma mission, c'est d'aider ces quartiers à pouvoir s'en sortir. Quand on fait des bons choix dans la vie et puis on fait les efforts nécessaires, on arrive à retrouver sa place quelque part. Réaction, Martha? Je trouve que c'est une idée formidable. D'abord, je suis quand même étonnée qu'il y ait autant de solitude et triste de penser que ça existe, quoi. Mais j'entends très fort quand il dit on lui a dit à ce monsieur qu'elle était nulle très très tôt. Les points négatifs, ça sert à démolir une personne et l'enfoncer en fait dans ce. C'est marqué au fer rouge. Hein. C'est super. Il a vécu, il a fait de la prison 2 ou 3 fois. Il repart. On a dit qu'il était nul, il était bon à rien. Et là, il a dit tiens. À mon âge, maintenant, il faut que je donne. Je donne. Je ne veux pas recevoir. Enfin, il reçoit quand même. Mais donner. Et là, c'est un peu l'image de Philippe, de nous tous réunis. On aime bien donner. C'est vrai que, vu mon cas, j'aime pas trop recevoir, mais Philippe m'a appris à recevoir aussi. Parce qu'on vexe les gens si on refuse de recevoir. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est important de le dire. C'est très important à apprendre. Et depuis quelque temps, j'apprends à recevoir. T'as entendu, les cadeaux Brigitte? sont les bienvenus. Donc elle en prenne une graine. Ben oui, mais Brigitte, elle sait donner, mais elle aime pas recevoir. Ah ouais, Donc on lui fait un compliment, elle est mal à l'aise. Ah là, c'est ça. Je rougis, ça se voit pas, mais je rougis énormément. Mais c'est ce qu'il fait, c'est super. Et Christian, je vous ai entendu marmonner pendant le reportage. Vous avez dit, il est génial ce type. J'ai une image, c'est la petite cuillère. C'est-à-dire que ce qui me sidère, c'est que ce gars-là, il écope avec une petite cuillère. Parce que des quartiers où il y a des problèmes, il y en a des milliers. Son petit truc qui se déplace, il va pas être partout en même temps. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'y croire. Et vous voyez, aujourd'hui, vous parlez de lui, il y a un reportage sur lui, donc ça va déjà avoir une notoriété bien supérieure à ce qu'il peut faire au quotidien. Ça, c'est génial. Et ben, il est là, en plus. Il est inspirant, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Yazid. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci. On est super content de vous voir parce qu'on parlait de vous, figurez-vous. Content d'être là aussi. C'est vrai. C'est que voilà, Anaïs a porté son regard sur vous et on était juste estomaqués. Il y a eu beaucoup de commentaires et je dis le premier que j'ai entendu, c'est Christian qui a marmonné dans le reportage. Christian qui est là-bas, il a dit il est génial ce type. Le type génial, il vient d'arriver. C'est votre fils que vous embarquez dans le camion? Oui, c'est mon fils de 8 ans. Ah ouais, il vit bien ça sûr, bien. oui. Et puis il est à l'aise. L'important, l'objectif, c'est
il aime bien jouer avec les autres en même temps. Donc, puis on est très, très social quoi, dans la famille. Quoi. Pourquoi ça Vous retournez plusieurs soirs de suite au même endroit? En général, j'y vais 3-4 fois. Puis après, je fais d'autres quartiers. Actuellement, j'en suis à 187 soirées que j'ai fait en France, 33 villes différentes. En juillet, j'étais sur les quartiers nord de Marseille. Il y a de la demande partout en France, puisqu'il y a un réel besoin en même temps. Quoi, puisque c'est souvent le soir que les gens vont pas bien. Pardon, venir à Paris? Il est prévu peut-être dans le 19e. J'ai rencontré la mairie de Paris et je pense que je vais avoir des interventions dans le 19e. Mais alors, pourquoi c'est important pour vous que votre fils soit là et qu'il voit tout ça? Parce que c'est la relève. C'est la relève et puis parce qu'il est à mon image aussi en même temps. Puis j'ai envie qu'il aille vers les autres. Parce que nous, maintenant, on habite dans une zone pavillonnaire, mais il ne faut pas qu'il ait d'a priori par rapport à ceux qui vivent dans les quartiers, qui ont un petit peu moins de moyens. Donc l'important, c'est qu'il soit ouvert au monde. Quand on va vers l'autre, on vit beaucoup mieux quoi, dans la vie. Quoi. Et ce que disait Martha il y a un instant, et Martha, pour vous sachiez qui elle a sorti un livre magnifique qui s'appelle Toujours plus d'amour, puisqu'elle était amoureuse folle d'un homme qui était dans un fauteuil roulant. Donc elle a beaucoup été contre les préjugés. Et donc c'est en ça que j'ai la sensation que vous faites partie de la même famille. Hein. Et donc précisément, qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde finalement? Parce que vous, ces jeunes à qui vous adressez, vous avez grandi comme eux. Oui, dans le passé, à l'école, j'étais mauvais élève. Hein. Je comprenais rien au français, aux maths et tout. Donc les profs ont dit que j'étais nul. Dans ma famille, on est 7 enfants. Tous mes frères et sœurs réussissaient à l'école. Moi, je ne réussissais pas. Donc on me considérait comme un nul. Les policiers me traitaient de racaille. Donc au bout d'un moment, je me suis comporté à l'image qu'on me donnait. Vous voyez, avant, les gens ne regardaient que mes défauts. Ils ne regardaient pas mes qualités. Donc j'existais qu'à travers mes défauts. Le jour où les gens ont commencé à regarder mes qualités, je dis maintenant, je vais me montrer le meilleur côté de moi-même. On est tous intelligents, quoi. Et c'est fou ce que vous disiez parce que j'ai entendu parler d'une étude que beaucoup de scientifiques connaissent, qui a été faite dans les années 80 en Angleterre, où ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Hein. Ils ont séparé les élèves en fonction de leur niveau scolaire. Tous les A, on les a mis ensemble, les B, les C et les D. On a inversé les A et les D et on l'a caché au professeur. D'accord, l'année d'après. Eh bien, à votre avis, ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous les cancres sont devenus meilleurs et tous les bons sont devenus moins bons. Parce qu'on se comporte comme on nous traite. Exact. Et donc, vous êtes l'incarnation de ça, en fait. C'est ce que vous venez de dire spontanément. Et donc, au fond, comment s'est passé le déclic? Parce qu'on dit souvent que quand on va en prison, et vous le dites, vous revendiquez ça, dites-moi j'étais souvent en prison, il y a un cliché qui veut que finalement ça s'empire, on fait des mauvaises fréquentations, et vous êtes l'incarnation du contraire. Oui, parce que avant, j'étais rien du tout, j'étais timide, j'étais au fond de la classe, dans ma famille, j'étais un petit peu en retrait. Quand je suis devenu délinquant, je suis redevenu quelqu'un. C'est pour ça que la délinquance, il faut aussi la regarder de cette manière. C'est peut-être aussi un appel au secours. Vaut mieux être délinquant que de se suicider en même temps. Donc j'existais de cette manière. Qu'est-ce qui fait que j'ai changé? C'est qu'à ma dernière peine de prison, le gouvernement français a décidé de m'expulser du territoire français parce qu'ils ont dit que j'étais un multirécidiviste irrécupérable. Vous aviez la double nationalité? Oui, en ce temps-là, j'avais la nationalité algérienne et donc le gouvernement a décidé de m'expulser. Et là, beaucoup de personnes ont été opposées à cette histoire de double peine. Et donc, moi, le maire, y compris des habitants, mais le maire de Mantes-la-Jolie est venu, le maire socialiste Paul Picard. Il a plutôt parlé de mes qualités au juge, que j'étais un mec intelligent, j'étais pas irrécupérable, j'avais des qualités. Et il a même dit au juge, je suis prêt à l'héberger chez moi en sortant de prison. Vous voyez, il s'est mouillé. Quoi. Oui, et j'étais étonné que le maire se mouille pour moi. Il dit, franchement, il se mouille pour moi pour un voyou, quoi. Grâce à lui et puis à d'autres, j'ai pas été expulsé. Pour leur faire plaisir, je dis maintenant, je vais me montrer le meilleur côté de moi-même. Donc ça veut dire que pour être à la hauteur de ceux qui croyaient en vous, finalement, vous avez donné le meilleur. J'ai fait 2 choix. D'abord d'arrêter de faire des conneries et maintenant, je ferai tout pour aider les autres. Donc avant, j'étais en prison. Aujourd'hui, je travaille en prison. Je vais voir des détenus. Avant, j'étais en échec scolaire. Aujourd'hui, je suis enseignant à l'université. C'est-à-dire? Oui, je suis enseignant à l'université de Nanterre en sciences de l'éducation, en master. Le diplôme s'appelle cadre d'intervention en terrain sensible. Je forme donc des futurs cadres qui vont travailler par la suite dans les terrains sensibles. Mais vous disiez que vous étiez nul à l'école? Oui, mais je me suis rattrapé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de bac. J'avais juste un CAP de mécanique auto. Je suis rentré à l'université avec la VAE, la validation des acquis et de l'expérience. J'ai passé une licence en sciences de l'éducation, j'ai réussi à me mention très bien. Et tout de suite, à la fin de ma licence, les profs sont venus me voir et disent, il faut que tu enseignes. Ce que tu dis, c'est super intéressant pour nos étudiants, quoi. Le gamin qu'on traitait de nul à l'école est prof à la fac. J'ai encore envie d'applaudir. Allez hop, j'ai encore envie d'applaudir. Ça vous a plu, la fac? J'ai beaucoup aimé la fac parce que à la fac, on a travaillé sur la question de la violence et tout ça. Et quand j'écoutais les profs, vraiment, j'étais émerveillé. J'ai beaucoup été passionné par ce qu'ils disaient. Et en les écoutant, j'ai vraiment compris un petit peu la violence. J'ai compris pourquoi, à un moment donné, j'étais violent et délinquant. Et tout de suite, j'étais passionné. J'ai voulu lire des livres là-dessus. Et c'est ça qui m'a aidé à pouvoir m'en sortir aussi. Mais qu'est-ce que vous avez compris, du coup? J'ai compris que derrière la violence, il y a un appel au secours, il y a
il y a une souffrance intérieure. Je ne connais pas de délinquants heureux. La plupart des délinquants, c'est des gens malheureux, mais ils ne le diront jamais. Ils se cachent derrière la violence en même temps. Mais en fin de compte, il y a une vraie souffrance, il y a un manque de valorisation, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, et puis d'être stigmatisé. Et en l'écoutant, quand on arrive à créer une relation de confiance, la personne va sortir toute sa colère et sa haine de l'extérieur. Et une fois qu'il a sorti sa colère et sa haine, il va beaucoup mieux. Il dit au moins, il y a une personne qui m'a écouté, j'ai pu sortir ce que j'ai au fond de moi. Une fois qu'on a sorti sa haine, forcément on s'en sort. C'est pour ça qu'il faut vraiment... la parole, c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole. Il faut recréer des espaces de parole. Moi, je vote pour vous. Et tout mon boulot aujourd'hui, c'est de tendre la main aux autres. De tendre la main et de leur parler d'amour. Le mot amour est très important. Je dis amour parce que quand je vais voir des jeunes dans les halls la nuit, la première chose qu'ils me disent, ils disent de toute façon, personne ne nous aime. Et pour vous, c'est le cœur du problème. Ah, c'est le manque. Il y a un manque d'amour en France, donc il faut aller vers l'autre, il faut changer le regard qu'on a sur les autres, il faut tendre la main, faut faire des efforts, il faut parler avec ces gens en même temps. Et donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que là, vous êtes subjugué. Ce qui m'épate, c'est les autorisations. Il n'y a pas des mairies qui vous ont empêché d'aller dans tel quartier, tel quartier? Non, mais quand les mairies m'appellent, c'est eux qui m'appellent, et puis parce qu'il faut une autorisation municipale pour se poser. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des villes qui ne m'appellent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Parce que mon boulot, c'est quand je m'installe, je regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Et mon boulot, c'est de remettre en cause ce qui ne va pas. Et il y a des villes qui ne veulent pas se remettre en cause. Mon boulot, c'est de... Regardons, est-ce qu'on est efficace? Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout normal que les maisons des jeunes en France ou les centres sociaux aient les mêmes horaires que la mairie. 9h midi, 14h, 18h, mais la nuit, le week-end. Ouais. Je pense que c'est à nous, service public, de nous adapter au public et non pas le contraire. Mais quand est-ce que vous êtes ministre, Yazid? Quand est-ce que vous êtes ministre? Oui. Non, je suis irrécupérable politiquement. D'accord. Donc je n'ai pas de carte politique, je vais partout là où on me demande de venir. Quoi. Anaïs, merci de nous présenter quelqu'un comme ça. Juste tes émotions, parce qu'effectivement, tu as fait ce choix, tu as choisi Yazid. Pourquoi et qu'est-ce que tu as vécu que tu n'imaginais pas? Disons que moi, ce qui m'a beaucoup plu pendant ce tournage, c'est de voir à quel point Yazid et son camping-car arrivaient à créer une ambiance extrêmement conviviale. Et c'est vrai que dès que le bus s'installe, très rapidement, les gamins arrivent, viennent, posent des questions, mais de façon très spontanée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu veux jouer? Ah bah oui, et ils se posent, ils se mettent à rire, et après... Les parents arrivent, les jeunes. Donc il y a quelque chose d'assez... les gens ont envie, ont besoin de parler, de s'exprimer, de partager. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cet engagement de Yazid auprès de ces populations qu'il ne connaît même pas, parce qu'à chaque fois, il va dans des quartiers différents et il rencontre des gens différents et il a toujours cette même écoute et cette présence réconfortante. Et ça, je trouve ça super. Bon, sans nous, on vous kiffe, vous l'avez compris. On vous kiffe. Mais c'est plus qu'un travail, c'est une mission, quoi. On l'a compris. Et moi, je retiens cette phrase. Pour améliorer ce vivre ensemble, quoi. La parole est plus forte que la violence. Tout à fait, oui. Alors, Brigitte, tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement, on parle de la création du lien, qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules chez elles, qui rêvent d'avoir une présence, de l'aide parfois. Et d'un autre côté, un autre problème de société, donc deux problèmes simultanés, des jeunes qui sont étudiants, qui cherchent une chambre dans des grandes villes et ça coûte très très cher. Voilà. Et alors, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose entre les deux? Oui. Et alors? Et alors, il y a eu une association en 2004 qui s'appelle le Paris Solidaire, qui a repris une idée plus exactement de espagnole. Et cette idée, c'était de mettre en contact, de proposer à des jeunes et à des personnes âgées de vivre ensemble en coloc. Voilà, ça s'appelle la colocation intergénérationnelle. Et puis en 2005, il y a une autre association, alors un réseau d'associations qui s'appelle COSI, qui a réuni 25 associations, toujours dans le même but, de mettre en contact des jeunes. Alors des étudiants qui sont soit étudiants, soit des personnes au chômage, et qui ont moins de 30 ans. Et donc... Pardon? Qu'est-ce qui te fait rire? Mais c'est elle me regarde en riant. Vous avez l'impression d'être en classe avec Brigitte? Non, en classe, j'étais un peu comme Yazid, un peu trop déchaînée, moi. Bon, pas passons. Je vais poser la question à Jean. Vous avez 19 ans. Oui. Et donc, vous imagineriez faire cette démarche et dire, tiens, bah voilà, je vais être en coloc, mais je peux habiter avec une personne âgée? Sincèrement. Au tout début, ça fait un peu bizarre. Oui, je comprends. Je pense, mais... Pourquoi bizarre? Mais c'est pas... Pas le premier réflexe. Ouais, c'est pas la première chose qui me viendra à l'idée. On a envie l'idée, d'être entre jeunes. Voilà, c'est ça. Voilà.
Parce qu'on se dit, ouais, être avec une personne âgée, ça peut être poser des problèmes, par exemple, au niveau des horaires, des choses comme ça. Alors, écoutez la musique tard, il joue de la batterie, il faut le savoir. Ah oui. Ah ben il y a une charte à respecter, Mais ils sont attention. Ils sont sourds. Alors, dis donc, toi. Non mais, espèce de méchant. Non mais alors. Aucun respect. Non mais c'est affreux. Oh, je te parle plus, toi. Et donc cette idée sur le papier, elle est chouette. Est-ce que ça marche? Ah ben ça marche super bien. En plus, il y a une charte à respecter, donc je précise, hein, tu vois, tu pourrais peut-être pas jouer de la batterie toute la nuit. Par contre, ah ça y est, j'ai perdu mon petit fil encore une fois. Il y a des horaires. Des horaires, oui. Des horaires. Alors oui, donc, oh mon Dieu. Donc les petits, arrête. Oh non, mais j'ai honte, excusez-moi. Je triche. Alors ça permet aux personnes âgées d'avoir une présence rassurante, mais il y a deux solutions. Soit tu peux, puisque c'est toi ma cible, soit tu peux faire... alors il y a deux propositions. Il y a une solution conviviale, c'est-à-dire que tu paies un loyer, pas énorme, tu paies un loyer, mais tu es juste une présence, quoi, tu vois, comme ça. Bon. Et il y a une deuxième solution qui est la formule solidaire. Là, tu dois être absolument présent tous les soirs, enfin tu auras un jour par semaine de sortie, mais tous les soirs, la soirée et la nuit. Pour pouvoir être là en cas de problème. Donc on apporte une aide. C'est gratuit, tu ne paies pas de loyer. Donc c'est un choix. Pour un étudiant, c'est formidable. Mais alors, attends, t'es pas obligé, attention, t'es pas obligé de faire des soins, de donner les médicaments, de t'occuper. T'es juste là pour rassurer la personne. Pas manger non plus. Tu fais pas à manger, non, il y a d'autres, parce que ça n'empêche pas les autres aides, voilà, les autres aides des infirmiers, des cités là, ça n'empêche rien. Mais voilà. Et il y en a énormément, puisqu'il y en a, je crois, depuis le début, depuis la création en 2004, il y a déjà 4500 colocations qui ont été faites. Et l'année dernière, il y en avait 830 juste en 2015, tu vois. Alors ça s'appelle comment pour trouver ça? Ça s'appelle le Paris solidaire et ça s'appelle aussi COSI. Alors COSI, je vais vous dire ce que ça veut dire. Cohabitation solidaire intergénérationnelle. Voilà. Je trouve l'idée formidable, mais réaction, Martha, spontanée. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord parce que les personnes âgées ont besoin de voir des jeunes et pas que des personnes âgées qui sont un petit peu mal en point comme eux et la jeunesse, ça ramène de la vie, quoi. Chez les anciens, il y a un savoir à transmettre. On apprend, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, c'est adorable. Ma grand-mère disait, la vieille ne voulait pas mourir car elle avait toujours à apprendre. Et ben c'est vrai. Elle disait ça. Mais non, vous n'êtes pas si vieille que ça. Donc ça a l'air parfait sur le papier et je suis convaincu effectivement que ça apporte... Ça fonctionne très bien. Voilà, mais je trouve formidable cette idée que dans une société, il y a deux fléaux. D'accord, la solitude des personnes âgées et des jeunes qui cherchent, qui cherchent à ne pas être seuls dans une ville, à trouver un endroit pour dormir. On peut dormir gratuitement si on apporte une présence. Je trouve ça incroyable. Et donc, merci. Et d'ailleurs, sur le site internet et Facebook de 1001 vies, c'est important si vous avez des amis qui ont des idées formidables, etc. N'hésitez pas à nous les raconter. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous donne la pêche. Ça vous donne la pêche, Martha? Absolument. Alors, tu as fait une promesse, Luc. Tu as dit Amélie Poulain, qui, vous savez, dans ce film, Amélie Poulain faisait le bonheur autour d'elle, tac, 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 de manière anonyme. C'était ça, finalement, l'idée. Et tu nous as dit, je connais la vraie Amélie Poulain. Voilà. Elle s'appelle Inès, mais vous avez Amélie Poulain. En fait, c'est une jeune fille de 23 ans qui vit à Metz et qui se dit, moi j'en ai marre. On prend le bus, on prend le métro, on prend le train, on se déplace, on est dans la rue et on voit des gens qui font la gueule. On voit des gens qui ne communiquent plus. Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens de communication et on n'a jamais aussi peu communiqué. Alors un jour, cette jeune fille, elle se dit, elle a une amie qui se fait hospitaliser. Bon, la tuile. Et elle avait un peu déprimé, son amie. Alors elle s'est dit, tiens, je vais lui faire une lettre, elle l'ouvrira plus tard. D'accord ? Elle fait cette lettre. Elle écrit cette lettre sur un papier jaune, parce qu'elle avait eu un stage, sur une grande feuille A4 jaune. Elle revoit son ami après, et son ami lui dit « Mais ta lettre, elle m'a bouleversée. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien, je me sentais mieux après. » À partir de là, notre Amélie Poulain décide de... Non, on va rentrer en contact avec les gens. Des gens qu'on a envie de connaître, des gens qu'on ne connaît pas encore pour le moment, par le biais des lettres. Comme on faisait peut-être un petit peu avant, quoi, d'accord ? Et donc, elle s'est mise à écrire des lettres à la main, d'accord ? Et elle est allée les distribuer à des inconnus, dans leur boîte aux lettres. Ou des gens, elle était dans le train, elle voit une petite fille là, qui faisait le trajet comme elle pour aller bosser. Elle l'a émue, cette petite fille. Tiens, je t'ai écrit une lettre.
Moi, pour préparer ce dont je vous parle, on a discuté au moins 2h30 au téléphone, parce qu'elle habite à Metz. Elle m'a dit, vous me donnez votre adresse, il faut que je vous écrive une lettre. Oui, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, ça fait 1 an que ça existe. Elle écrit des lettres à plein de gens. Alors je vais vous la montrer, il faut la voir. Ah oui, je veux voir la tête bien sûr, de bien sûr. Inès. Et tu vas nous lire sa lettre, non? Ah non, ça c'est privé, je ne peux pas. Voilà, elle s'appelle Inès, elle a 23 ans, d'accord? Et voilà, et elle écrit des lettres particulière à tout le monde. Est-ce qu'elle a inspiré d'autres gens aussi? Et alors voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est que depuis 1 an, elle a écrit 171 lettres, quasiment une lettre tous les 2 jours, d'accord? Et elle a eu des retours. Alors il y a des gens qui ne veulent pas répondre. Elle le fait gratuitement. Elle n'attend rien en retour. Elle n'attend rien en retour. Mais dans cette lettre, elle dit quoi aux gens? Voilà, c'est ça. C'est personnalisé. Elle dit, voilà, je vous ai vu, je vous connais pas, mais j'ai envie de vous dire que votre sourire m'a fait plaisir, ou votre tristesse. Mais non, allez-y, gardez courage. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de formidable. J'essaie de comprendre. Je suis dans le métro. Oui. Une jeune fille vient et me dit, je pars voir ton adresse, je vais t'écrire. Amélie Poulain. Et moi, je dis, tiens, j'ai la cote. Alors voilà. Quelque chose. Elle m'a dit qu'elle ne le faisait pas pour draguer. Non, ça, elle ne le fait pas pour draguer. Quelle est sa méthode? Mais en fait, sa méthode, elle peut soit vous donner une lettre, soit éventuellement vous demander votre adresse, effectivement, pour vous la poster. Mais si elle vous voit, elle vous l'écrit comme ça. Mais comme dit Frédéric, elle met quoi dans la lettre? Elle écrit des choses très personnelles. Par exemple, elle dit, je vous ai vu, j'ai vu votre regard, ça m'a ému, je trouve que vous êtes quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'idées intéressantes, je ne sais pas ce que vous faites. Sur la région de Metz, on sait maintenant qu'elle existe, puisque ça fait 1 an que ça existe. Il y a une dame qui lui a écrit, qui a dit, vous devriez écrire une lettre à ma fille. Ma fille, elle est en seconde, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, mais elle aime beaucoup la littérature, vous avez fait des... Elles se sont vues en vrai. La gamine lui dit, oh mais moi vous savez, moi j'aime beaucoup Amélie Nothomb. J'ai lu tous les... T'as une Amélie encore, c'est bizarre. Et j'ai lu Amélie Nothomb, machin, j'aimerais la rencontrer. Mais vous allez voir, je vais vous aider, vous allez voir. Alors, cette gamine, elle a écrit une lettre à Amélie Nothomb. Amélie Nothomb vient de lui répondre une lettre manuscrite aussi. Non, parce que c'est ça aussi, c'est que la lettre, c'est quelque chose de personnalisé. Oui. On lit l'écriture de la personne. Il y a le style, bien sûr, mais... Et puis, pour la personne, elle se dit, tiens, il a pris du temps pour moi. Il est allé la poster, il est allé acheter un papier, une enveloppe, voilà. Et aujourd'hui, ça crée du lien. Donc c'est une idée qui peut inspirer d'autres gens. Mais bien sûr, évidemment. Maintenant, dans le monde d'Internet, on tape tout, hein, on ne sait plus écrire pour de vrai et tout ça. Recevoir une lettre. Je regrette. Vous imaginez si vous avez écrit dans le métro, moi? Non. N'avez pas les maisons. Un texto. Allez, réaction, Martha. Vous aviez raison, enfin, pour les réseaux sociaux qui deviennent des réseaux asociaux, en fait, avec tous ces moyens, on ne communique plus. Mais par rapport à la lettre, je vous avoue que j'ai quelqu'un qui m'écrit, un monsieur de 80 ans qui n'a pas Internet, donc qui écrit, il sait faire que par ça, il prend le temps, il s'assoit, il attend de ma part des réponses. Alors parfois j'y arrive, mais parfois je n'arrive pas. Oh là là, la lettre, il faut que je prenne le papier, il faut que je... Et donc, oh, si vous aviez Internet, ce serait... Mais en fait, c'est vrai, c'est très personnel, mais est-ce qu'on va se faire, comment dire, le temps va dicter, ou le manque de temps? Est-ce que notre monde va tellement vite que, avec un mail, ça irait plus vite, mais un petit mail, c'est quoi? C'est une ligne, c'est rien du tout. Donc, effectivement... Et puis les lettres, on les garde. Moi, j'ai des lettres pour ma grand-mère, par exemple. Moi, j'ai gardé toutes les lettres de ça prend pas de... Voilà. Mais oui. Moi, j'ai les lettres de mes amoureux, je pense. Mais moi, c'est pareil. J'ai les lettres de mon épouse de l'époque où on s'est connus au début. Je les garde dans une petite boîte. Mais c'est vrai que j'essaye de... Mais ça fait une éternité que je n'ai plus écrire. J'ai essayé. L'autre fois que j'ai barré, comment ça s'écrit ça? Mais c'est incroyable. Alors, maintenant, avec les ordinateurs, le correcteur d'orthographe et tout, on se fatigue. Jean est en train de ricaner intérieurement, je le vois. Tu me prends pour un idiot? Tu me prends pour un idiot? Moi, j'oserais pas. Parce que si je suis nul, je deviens intelligent. Mais moi, je trouve ça génial. Mais par exemple, cet été, on rentre de vacances, et là, j'avais reçu 2 lettres, et j'étais trop content. Et ça fait bizarre, en fait, c'est ça? C'est ça, on n'a pas l'habitude, alors que recevoir un texto comme ça, c'est rapide, ça prend 2 secondes, alors qu'une lettre, on a pris le temps d'aller à la poste, de bien écrire, on a choisi une carte postale, et ça fait... je sais pas, ça fait un petit quelque chose en plus. Même les jeunes confirment. Mais oui, et quelque part ça marche parce que les 3, elle a eu sur les 171 lettres qu'elle a écrites, les 3/4 des personnes ont répondu. Donc c'est quelque part. Alors des fois par mail, elle met son adresse mail, elle met son site internet, voilà. C'est pas mal. Et là, elle a lancé une nouvelle phase où elle fait le portrait, vous savez, elle envoie des lettres anonymes comme ça aux gens, où elle dit que j'aime pas, comme dans Amélie Poulain. Moi j'aime bien faire ça, moi j'aime bien faire ça. Répondez-moi si vous voulez. Et les gens répondent en disant, pour connaître la personnalité des gens, en disant, moi je suis comme si, j'aime bien avec la cuillère casser la croûte de la crème brûlée, comme dans Amélie Poulain, voilà. Ce genre de choses, quoi. Je trouve ça Yazid.
votre réaction quand vous entendez ce genre d'initiative personnelle? Non, mais c'est important. Enfin, je parle du principe qu'on est tous des porteurs d'espoir. Donc, on doit apporter de l'espoir à des personnes qui en ont moins. Et forcément, une fois qu'on a créé des passerelles avec les personnes, on arrive à les rapprocher. Puis les gens arrivent à repartir du bon pied à ce moment-là. Voilà, dans votre bouche, ça a du poids. Merci Yazid. J'aurais parlé de ce livre. Il est où? Il est là. Parce que Yazid a écrit un livre et il est en train d'en écrire un deuxième, je crois. Hein. Oui. Là, c'était repris de justesse. Donc, vous voyez le jeu de mots. Il raconte son histoire. Et donc, c'est incroyable. Je vous incite à le lire. C'est magnifique d'authenticité. Donc, vraiment, merci beaucoup Yazid. J'ai envie qu'on vous applaudisse encore. Merci d'être là. Et puis Martha, je voudrais vous remercier pour votre confiance, parce que vous avez raconté votre histoire qui m'a bouleversé. Donc elle était désolée de me voir pleurer, donc c'était un peu bizarre. Mais c'était bouleversé par son souci de transmission, parce qu'elle va dans les écoles, quand on l'appelle, raconter cette histoire d'amour au-delà des préjugés. Et moi je retiendrai cette phrase, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, derrière les apparences, il y a des petits trésors. Ça c'est une phrase de Martha. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à mes camarades de nous présenter des gens formidables. Et j'aime bien terminer par cette phrase d'un poète qui a dit « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez ému par le témoignage de Renaud François. Un homme pour qui les relations père-fils ont longtemps été douloureuses. Renaud vient aujourd'hui me raconter son incroyable idée pour faire naître une relation filiale exceptionnelle. Il est en colère contre tout. Les professeurs, sa mère, dans son regard, je suis une merde. Il faut faire quelque chose. Tout ce que j'ai essayé n'a pas fonctionné en fait. On débarque au Kyrgyzstan, on passe dans des marécages, on se perd. Et je me dis, moi ça m'a fait du bien, ça va faire du bien à Tom.